Les bancs grincent en silence. Le froissement des vêtements bruisse solennellement dans l'église quand les fidèles se lèvent, se rassoient ou se mettent à genoux. Aucun autre son n'est toléré en dehors de cela, si ce n'est bien sûr celui des prières et de la voix du prêtre. Craint de tous, ce dernier scrute l'assemblée depuis sa chaise tel un corbeau sur son perchoir. Avec son visage émacié, sa peau sèche et ses petits yeux verts, il semble toujours épier le moindre écart de ses paroissiens, tandis qu'il se répète chaque dimanche matin « Priez pour votre salut ou prenez garde au châtiment du Tout-Puissant ». Aucun adulte n'ose le regarder dans les yeux. Et si certains joignent leurs mains crispées, c'est avant tout pour éviter qu'elles ne tremblent trop fort. Dans cette église pentecôtiste de Spanish Town, en Jamaïque, il ne se trouve peut-être qu'une seule personne qui trouve tout cela ridicule. Et ce n'est encore qu'une petite fille de 10 ans. Assise au 3e rang, Grace ne perd pas une miette du spectacle, mais elle refuse de trembler. Depuis quelques mois, elle est convaincue que tout ça, ce n'est pas la réalité, mais une mise en scène destinée à faire peur. Avec son frère jumeau, Chris, il se demande parfois en chuchotant si ce pasteur a déjà souri une fois dans sa vie. Le dimanche précédent, ils ont eu beaucoup de mal à retenir un fou rire quand, en regardant le prêtre élever l'hostie, Chris a demandé à Grace « Est-ce que tu crois qu'il sait danser ?» Avec eux, c'est toute la fratrie qui trouve la messe ennuyeuse. Les règles sont ridicules, il faut chanter, puis se taire, prier, puis se taire, et ainsi de suite, en affichant toujours une attitude pieuse, la tête basse et le regard coupable. Et puis il y a aussi les obligations spéciales pour les femmes. Aucune n'est admise dans l'église si elle porte du maquillage. Et les petites filles n'ont par exemple pas le droit de porter des sandales, même les jours de forte chaleur. Pour une raison que Grace ignore, elle ne doit donc pas se montrer pieds nus. Elle a beau avoir lu la Bible du haut de ses 10 ans, elle ne comprend pas ce qui, sur ses orteils, peut attiser la colère divine. Pour autant, elle se garde bien de partager ses réflexions à haute voix. Sa grand-mère l'élève avec beaucoup d'amour, mais le nouveau mari de celle-ci est rigoriste et brutal. Lui ne se contente pas de proférer des menaces, il les met à exécution, la battant presque tous les jours à coups de ceinture. Et comme Grace serre les dents et refuse de pleurer, la colère le consume toujours plus. En fait, Grace a décidé très jeune qu'elle ne plierait jamais, ni devant les hommes, ni devant Dieu. Alors elle intériorise tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle ressent en attendant des jours meilleurs. Et dans les moments les plus durs, elle rêve d'être un oiseau pour pouvoir s'envoler loin, loin d'ici. On remplit des verres que l'on casse après les avoir bu. On chante, on danse, on crie. Sur la piste de danse, des couples homosexuels s'embrassent à la vue de tous sans que cela ne choque personne. Les invités, dont beaucoup sont partiellement dénudés, font la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain. New York a rarement si bien porté son nom en ce soir de 1978. Dans la ville qui ne dort jamais, Grace Jones, star planétaire, fête son 30e anniversaire et la nature de l'événement symbolise autant sa personnalité que ses revendications de tolérance et de liberté. Dans une époque très largement dominée par l'homophobie, cette fête décomplexée qui s'affiche aux yeux du monde consacre Grace aux yeux de tous comme l'une des premières icônes queer contemporaines. Tout a changé depuis les messes de son enfance. La petite fille est devenue femme, et la femme a décidé que pour le salut de son âme, elle ne ferait désormais plus que rire, danser et chanter. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons aux anniversaires les plus sensationnels de l'histoire. Aujourd'hui, je vous parlerai de Grace Jones, artiste inclassable et femme aux 1000 vies. Elle a révolutionné les industries de la mode et de la musique dans les années 70 et 80, à tel point que les plus grandes idoles actuelles continuent d'être influencées par son héritage. Si Grace Jones n'a jamais occulté les souvenirs terribles de son enfance maltraitée,
c'est pour mieux se rappeler d'aller toujours à l'opposé de la direction qu'on voulait alors lui faire prendre. Née le 19 mai 1948 en Jamaïque, elle est très tôt confiée aux soins de sa grand-mère par ses parents, qui émigrent aux États-Unis dans l'espoir de pouvoir y faire venir un jour leurs enfants. Mais avant que ce jour ne vienne, Grace et ses frères et sœurs vont traverser bien des épreuves. Leur grand-père par alliance, qu'ils doivent appeler Mr. P, les coupe de toute influence du monde extérieur. Pas de radio ni de télévision, et l'unique lecture autorisée est celle de la Bible. Ils ne supportent pas que la fratrie puisse avoir ne serait-ce que l'idée de sortir des clous de la religion. Pour survivre, Grace se forge la carapace qu'elle ne quittera plus jamais. Constamment accompagnée de ses frères, elle développe une attitude de garçon manqué. Si cela lui vaut des moqueries de ses camarades, elle s'en fiche. À l'école, justement, Grace évacue toute sa colère dans la gymnastique où elle excelle. Elle grandit vite, sa taille dépassant bientôt largement celle des autres élèves et devient longiligne, sèche et musclée. Elle l'admet d'ailleurs sans peine en interview « J'ai développé mon côté masculin pour me protéger ». Mais ce dont elle ne se doute pas à l'époque, c'est que c'est précisément ce côté masculin si dérangeant à l'époque qui va la propulser bien au-delà de ses rêves. Grace quitte la Jamaïque et rejoint enfin ses parents dans l'État de New York. Dès lors, elle n'hésite plus à exprimer son rejet de l'éducation religieuse qu'elle a reçue. Elle s'inscrit à l'atelier théâtre de sa nouvelle école et de fil en aiguille, sa personnalité dominante s'ouvre sur le monde extérieur. Sortant de l'adolescence, Grace suit son instinct. Avec son frère Chris, qui assume son homosexualité, ils écument les bars gays et en plein mouvement hippie, expérimentent de nombreuses drogues au gré des rencontres. À 18 ans, c'est décidé. Grace sera mannequin. Cela fait maintenant longtemps qu'elle a compris que son corps androgyne attire des regards intrigués et elle compte bien s'en servir, sans aucun succès d'abord. Son physique inclassable interroge, amuse ou choque, mais ne trouve aucune place dans l'industrie de la mode américaine, attachée à des stéréotypes très normés. Là où beaucoup se seraient découragés, Grace voit au contraire dans le refus qu'elle subit la preuve de sa singularité. Et si les États-Unis ne veulent pas d'elle, elle connaît une ville qui saura sûrement lui donner toute l'attention qu'elle mérite, Paris. Grace a maintenant 22 ans et ce soir-là, elle fait la fête de la seule manière qu'elle sait le faire, sans retenue. Debout sur une table de la boîte de nuit le 7, la plus branchée du milieu gay parisien, elle danse guidée par les mots qui guident son existence depuis 4 ans, joie et plaisir. Sa silhouette élancée, son apparence d'homme et son détachement irradient la boîte de nuit d'un magnétisme qui séduit tout le monde, les hommes comme les femmes. Là où beaucoup parleraient d'extravagance, elle incarne la liberté. Et c'est sans aucun doute la raison pour laquelle le milieu homosexuel l'accueille à bras ouverts. Il se trouve justement que ce soir-là, 2 hommes l'observent avec beaucoup d'attention. Le premier, légèrement efféminé et vêtu d'une veste en cuir noir dernier cri, tient dans sa main gauche une cigarette, captivé par cette femme ébène qui danse comme si elle était seule au monde. Le second ne porte pas encore les lunettes noires caractéristiques ni la queue de cheval blanche qui en font sa légende, mais dégage déjà le charisme placide du génie qu'il va devenir. Leurs noms, Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld. Avec ces rencontres, la vie de Grace Jones change de dimension. Elle enchaîne les défilés pour les plus grands créateurs et devient la première femme noire de l'histoire à faire la couverture du magazine Vogue. C'est alors qu'une amie lui parle d'une maison de production qui cherche une nouvelle chanteuse. Grace se précipite. Après avoir profondément marqué l'industrie de la mode, elle s'apprête à conquérir le monde avec une direction artistique que personne n'oubliera jamais. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Des poses provocantes, un maquillage parfait tout en nuances de mauve et des talons qui grandissent encore son 1,80 m, Grace Jones est au sommet de son art. Face à elle, Jean-Paul Goude.
ce photographe et publicitaire de génie porte le statut d'icône dans des sphères encore inexplorées. Dans l'objectif de celui qui est aussi son mari, Grace devient une statue grecque, énigmatique, inaccessible et plus fascinante que jamais. Image qu'elle cultive aussi dans les interviews où elle souffle le chaud et le froid. Quand on lui demande si son choix de se raser la tête est politique, un moyen de n'avoir ni genre ni race, elle répond avec malice « Non, j'avais trop chaud sous ma touffe et j'en ai eu marre ». En 1985, plus rien n'arrête celle qui est mannequin, chanteuse et désormais actrice hollywoodienne adulée. 8 ans plus tôt, elle a explosé dans la musique en ayant l'audace de reprendre l'immense classique d'Édith Piaf, La vie en rose. Elle assume totalement de transformer la version originale. Sa voix grave tranche avec celle de la môme, mais c'est surtout le choix du style musical qui va permettre à cette reprise d'exister pleinement par elle-même. La vie en rose est chantée sur des sonorités brésiliennes du bossa nova. Le monde entier tombe sous le charme. Grace se fait des amis parmi les plus grands artistes de son temps, de Keith Haring, l'immense peintre et sculpteur new-yorkais, à Truman Capote, auteur du best-seller révolutionnaire De sang-froid, et jusqu'à Helmut Newton, le photographe le plus célèbre de son temps, avec lequel elle collaborera à de très nombreuses reprises. Au milieu des années 80, Hollywood n'a pas d'autre choix que de lui dérouler le tapis rouge. Si son premier film, Conan le barbare, aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, n'est pas resté dans les annales, le second va faire couler beaucoup d'encre. Et pour cause, Grace Jones se voit proposer l'un des rôles principaux dans l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire du cinéma, James Bond, avec Roger Moore. Sa performance est encore un immense succès. Mais alors que toute la presse mondiale s'interroge sur le choix de son prochain film, Grace prend de court toute l'industrie et tourne le dos au 7e art, expliquant que le travail d'actrice est beaucoup trop chronophage et qu'elle préfère rester dans la mode et la chanson. Elle enchaîne alors les albums et les tournées à l'international, avec un spectacle au titre éloquent pour une femme qui ne cesse de briser les frontières des mentalités occidentales, One Man Show. Ses costumes, les improvisations d'acrobatie qu'elle se permet en scène et l'énergie démente qu'elle déploie laissent les spectateurs aussi épuisés qu'elle. Venir à l'un des concerts, c'est s'extraire de la réalité plusieurs heures et se perdre dans le spectaculaire contraste des projecteurs. Aujourd'hui âgée de 76 ans, Grace Jones n'est toujours pas descendue de son piédestal. Bien au contraire. Il n'existe pas une seule star actuelle, de Lady Gaga à Rihanna, en passant par la reine Beyoncé, qui ne la cite comme figurant parmi les influences majeures. Femme fatale dans une apparence d'homme, icône queer, diva, mannequin, chanteuse, star de cinéma, la native de Spanish Town, en Jamaïque, a transformé tous les défauts qu'on lui prêtait en des forces monumentales. Elle a su s'approprier chaque art qu'elle a touché pour les réunir en un seul, celui d'être libre. Contrairement à ce que certains de ses détracteurs ont tenté de véhiculer, Grace n'a jamais cherché à provoquer gratuitement. Comme tous les artistes dignes de ce nom, elle a cherché et cherche encore à réfléchir, questionner et faire réagir en essayant toujours de cultiver le sens de la joie. Toute son œuvre se trouve peut-être dans cette phrase, extraite d'une interview qu'elle donna à l'âge de 40 ans. « Ce que je veux faire dans la vie, ne pas m'ennuyer. » Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Matthew Rock. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la liaison entre Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy. Le 45e anniversaire du président scella la légende des deux amants et leur séparation définitive. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.